Bienvenue à toi. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans ce podcast la fondatrice du mouvement des artisanes, Anissa Lalaoum. On va notamment parler de son livre « Le paradis existe, c'est vous qui le créez ». On va parler de son approche artistique de la peinture, de sa vision de la vie, du travail de l'ego, de son accompagnement, de son mentorat spirituel. Donc, tout un large panel. On va aussi aborder des questions un petit peu plus délicates, notamment de l'abondance et de l'argent dans le travail spirituel. Donc, je te souhaite une belle écoute riche et pleine d'enseignements. Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Anissa Lalaoum. J'arriverai pas à lui mettre une étiquette, donc on va définir toute la pluralité de sa création ensemble. En tout cas, Anissa, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Alors bonjour. Bonjour, merci Virginie de m'accueillir. Anissa, on se connaît parce qu'on est dans la même maison d'édition, Mindset Édition, et elle a co-écrit avec Géraud et Julie Dénès. Le paradis existe, c'est vous qui le créez. Donc, il y a plusieurs mains qui ont écrit, c'est notamment ton cheminement dans le développement personnel et aussi ta rencontre avec Géraud qui est déjà un parcours initiatique en soi. Comment ça s'est passé en tout cas? Et puis tout d'abord, je vais commencer un peu toi du coup. Qui tu es, Anissa? Comment tu arrives à te définir? Parce que en fait, tu es artiste, tu es auteur, tu es accompagnatrice spirituelle. Comment tu te définis? Ça dépend qui j'ai en face de moi en fait. J'ai bien compris une chose et ça m'a pris des années à vouloir définir finalement parce qu'il faut se définir, mais c'est en fonction de la personne que j'ai en face de moi, je vais voir par quelle porte j'y vais. Si je vois que je suis dans un auditoire qui est un peu un peu trop corporate et dans lequel il faut d'abord y aller par étapes, je vais dire que je suis mentor pour femmes sur le mindset et sur l'amour. Tu vois, si je suis dans un endroit où on est plus dans l'art, je veux dire que je suis artiste et auteur, tu vois, et mentor spirituel parce que ça s'y prête bien. Mais aujourd'hui, mon activité principale, vraiment que je mets en avant, c'est vraiment l'accompagnement sur l'amour, c'est quelque chose qui me passionne énormément, et on peut dire l'accompagnement aussi spirituel dans le sens de trouver du sens dans quelque chose de grand en fait. Il y a quelque chose, c'est tout ce cheminement que tu partages dans ton ouvrage, et en partant aussi, c'est pas que l'amour est tombé comme ça. C'est ça qui est magnifique dans cet ouvrage-là, c'est qu'on a les deux voix, enfin on a les trois voix. Il y a Julie qui vous rencontre. À un moment, elle part de chez vous. Il y a ce passage où la première fois, elle se dit mais où suis-je tombée? Où suis-je là? Vraiment, je suis dans une maison, puis c'est tout le parcours qu'elle fait elle à vos côtés. Donc on a la chance de l'avoir entendu aussi. Et il y a ton parcours à toi. Et Anissa, je dois te dire qu'il y a un moment dans tout le début du parcours, donc on sait que tu es mariée avec lui à la fin. Mais il y a un moment, une de tes copines qui dit mais laisse-le ce connard. Et moi, j'aurais pu être cette copine. Mais vraiment, c'est un moment où tu dis mais laisse-le, ça va pas. Et finalement, vous vous retrouvez. Et ce que j'ai trouvé de magique dans ce livre, c'est qu'on est un moment ta copine et on dit mais laisse-le ce connard, parce que juste on découvre en fait le mot qu'on peut vite dire à c'est un connard, puis on a toute une copine qui a été dans ta situation, on a été dans la situation où quel connard. Et ce qui est magnifique dans cet ouvrage, c'est que on a la voix du connard. Alors je vais te dire, c'est finalement il est en cheminement. Qu'est-ce que le connard est en train de vivre pour pouvoir te retrouver? Et finalement, on découvre un homme qui est en pleine quête d'identité. Et c'est magnifique parce qu'après, vous arrivez à vous retrouver parce que tu lui laisses aussi cet espace-là. Alors, moi, ce que je vais rebondir dans les parties du livre, il y a la première chose, c'est d'où tu pars. C'est-à-dire qu'à un moment, la Nissa du début du livre, t'es dans le domaine bancaire, t'es complètement ailleurs au départ. Oui, clairement, je suis banquière, je viens de vivre un divorce. Ça fait 2 ans, je crois que 2 ou 3 ans que j'ai divorcé. J'ai eu une relation passionnée et qui s'est soldée par beaucoup de souffrance. Et là, j'arrive à ce moment-là où il y a plus rien, quoi. J'ai plus de cartes à jouer, plus d'espoir,
plus de direction, le néant, quoi. C'était déjà le néant pas mal dans ma vie, en mode à quoi ça sert d'être là et comment ça marche tout ça, parce que c'est pas possible. J'ai dû rater quelque chose dans le mode d'emploi. Et en plus, je savais même pas qu'il y avait un mode d'emploi. Donc, arriver dans cet espace de vide intersidéral, c'était vraiment beaucoup de souffrance, beaucoup de solitude et de questions sans réponse. Moi, c'est vraiment le truc qui me rendait vraiment dingue. C'était, je comprends pas. C'est vraiment, je ne comprends pas. Mon cerveau, mon mental ne comprenait pas avec une logique, avec un pragmatisme. C'est pas possible ce que je suis en train de vivre là. Ça peut pas être ça la vie. Et si c'est ça la vie, c'est insupportable. C'est une vie gâchée, quoi. C'était ça. Puis là, je rebondis sur plus une vidéo que j'ai vue de toi où à un moment tu partages quelque chose dans l'intimité qui était. Alors pour préparer cette interview, j'en ai regardé beaucoup, mais il y en a une qui m'a vraiment bouleversée où tu expliques aussi ton rapport tout à la sexualité, notamment de la culture dans laquelle tu viens. Donc tu étais de confession d'origine musulmane. Après tu pourras partager ce qui est aujourd'hui, quelle est ton identité, mais ou s'il y en a une, mais il y a aussi ce terreau et des interdits, des tabous, dans lequel tu as dû trouver aussi ta propre identité, ton propre cheminement, en fait. Il y avait j'ai ressenti beaucoup de culpabilité aussi à vivre l'amour. Oui, clairement. Je suis d'origine algérienne, de confession musulmane. J'ai pas bougé là-dessus parce que pour moi, il y a rien qui a changé, si ce n'est ma perception et la définition, en fait, de ce que ça représente réellement pour moi. Et c'est Marc Sariankov qui m'a accompagnée en premier, juste quand Géraud il est arrivé. Il nous a accompagnés tous les deux. Mon premier mentor, ça a été Géraud. Après, il y a eu Marc. Et Marc, quand je lui ai dit, je sais pas, c'est un monsieur qui a 70 ans. Quand je lui ai dit, voilà, je sais plus trop où j'en suis au niveau du fait d'être musulmane. Est-ce que je le suis? Est-ce que je le suis pas? Enfin, je sais plus, en fait. J'étais complètement perdue avec cette notion de culpabilité et autres. Il me disait, oh, mais t'inquiète pas. Il m'a dit, on est tous musulmans, de toute façon. Je dis, Marc, c'est-à-dire? Il m'a dit, oui, si tu reprends, parce que c'est un monsieur qui s'intéresse beaucoup aux mots, à l'étymologie, très calé sur le sujet. Et il m'a dit, musulman, ça veut dire celui qui se soumet à ce qui est. Quand il m'a dit ça, il m'a dit, t'inquiète, on l'est tous, puisqu'on se soumet tous à ce qui est. EST. Donc, te prends pas la tête. C'est juste une question de lecture. Et tu parlais d'identification. La souffrance vient de l'identification. Donc, au final, l'idée, c'est pas de nier ce que ce personnage est venu jouer ici. C'est-à-dire, j'ai choisi de venir dans une famille d'origine algérienne, maghrébine, de confession musulmane. Ça a du sens dans mon cheminement de compréhension, d'enseignement et d'élévation en tant qu'âme. Donc, si je renie aussi à un moment donné, je change d'identification pour aller vers une autre crèmerie, ce sera la même chose. Donc, mais plutôt d'avoir une relecture et peut-être une autre perception de ce que je me suis envoyé comme message en choisissant ce type de personnage, tu vois. Après, pour la sexualité, parce que je sais que c'était un point qui est important pour toi. Oui, la sexualité, la façon dont on me l'a inculqué. Alors, j'avais plusieurs sons de cloche, parce que j'ai pas des parents qui sont traditionnalistes non plus. Mon père m'a dit à l'âge de 15 ans, voilà, il m'a dit, tu sais, dans l'islam, on peut parler de tout. Il m'a dit, on peut parler de tout, il n'y a pas de tabou. Donc, il m'a dit quand même ça. Donc, c'est pas. Après, il y a eu plus le poids de la culture, je pense, qui est quand même présent. La notion de déshonneur, la notion de honte, la notion de. Moi, j'ai voulu rester vierge jusqu'au mariage parce que par amour pour mon père. C'était pas par la notion d'interdit, parce que la notion d'interdit, j'avais très envie de la bafouer en permanence, ce qui est logique dans un processus de cheminement, quoi, quand tu es en adolescence ou jeune adulte. Mais j'ai jamais pu transgresser cette règle parce que j'avais toujours l'image de mon père qui serait déçu ou de mon père qui serait déshonoré, mais dans le sens où la honte vis-à-vis des autres de sa fille qui est enceinte. Moi, c'était vraiment ça, l'épée Damoclès. Et après, quand je me suis mariée et que j'ai commencé à avoir une activité sexuelle, ça a été très compliqué puisque inconsciemment, j'avais verrouillé le canal et que mon corps s'est refermé pendant toutes ces années. Et donc, vaginisme, mycose, brûlure vaginale, enfin, tout ce qu'on peut découvrir dans ce genre de moment. Et c'est le cheminement, la connaissance, justement, laisser tomber la culpabilité aussi en lien avec la sexualité qui m'a permis d'avancer. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de femmes d'origine maghrébine qui viennent me voir, qui sont sensibles à mon message, mais pas que. Mais elles ont vraiment la ficelle de l'éléphant, quoi. C'est-à-dire que elles ont 35, 45 ans et elles ne peuvent pas avoir une relation sexuelle hors mariage parce que il y a quelque chose qu'elles ne peuvent pas transgresser. Elles préfèrent se marier et divorcer
pour se libérer de ce poids-là, comme si c'était un tampon, c'est bon, on peut y aller, plutôt qu'en fait s'autoriser à vivre cette expérience-là. Et je la comprends. Néanmoins, je leur dis aujourd'hui, c'est pas tant ce que tu fais qui compte, c'est l'espace à partir duquel ça part. S'il y a de la culpabilité, s'il y a de la honte, s'il y a ce poids de la loyauté, alors de toutes les façons, c'est pas aligné avec le divin, avec l'amour que nous sommes. Donc, c'est au service de l'ego. Et ça parle déjà plus. Donc, on peut faire ce cheminement-là pour pas qu'elles se sentent prisonnières d'un côté, en culpabilité de l'autre, et en même temps se relâcher complètement, faire n'importe quoi avec n'importe qui, parce que c'est une des plus grandes peurs qu'elles ont. C'est si je goûte à la sexualité, je vais faire n'importe quoi. Je vais me retrouver dans des orgies, dans des trucs un peu club d'échangistes et tout. Enfin, l'ego va les emmener vraiment dans l'opposé. C'est la schizophrénie de l'ego. Alors que pas du tout. 3/4 du temps, les femmes ont envie de faire l'amour avec un homme qu'elles aiment, avec qui elles se sentent en sécurité. Et si elles ont envie d'expérimenter, généralement, si on est au clair avec son pourquoi de base, si on est en conscience de ses blessures, on n'aura pas envie d'aller expérimenter tous les soirs. À un moment donné, ça cache aussi quelque chose d'autre, ça. Oui, du coup, il y a chez ces femmes, en fait, le fait d'avoir tellement contenu, d'être vraiment, peut-être, en effet, la peur de la cocotte minute, de dire j'explose, et du coup, dire, aujourd'hui, avec les Tinder, les choses comme ça, de dire je peux rencontrer tellement facilement. Je parle facilement pour pas forcément du sérieux, de rencontrer vraiment quelqu'un de bien, ça reste toujours compliqué, la bonne personne, mais il y a cet effet-là, et puis ça veut dire que les femmes peuvent venir te voir et te partager ça. C'est quelque chose que je trouve aussi beau. Moi, je t'ai souvent envoyé aussi des personnes qui venaient me voir pour des questions culturelles et notamment de confession musulmane, me dit mais allez voir Anissa, il y a vraiment ce regard-là et cette acceptation, aussi du bassin de la culture, en fait. Donc ça c'est vraiment magnifique. Après, arrive dans le livre, il y a cette partie où tu vis un burn-out. Il y a vraiment un moment où il y a plus de sens. Enfin, il y a une profonde dépression, sans que ce soit diagnostiqué ou que sais-je. Mais il y a ce moment de grand désespoir. Et là, chose complètement folle, arrive la peinture. Tu me diras, tu me corriges, mais arrive la peinture comme un don, comme un canal. Tu développes ton art comme ça, sans prendre de cours ou très peu. Enfin, il y a quelque chose comme ça d'expression de toi-même. Et aujourd'hui, tu es une artiste accomplie, enfin vraiment avec des œuvres magnifiques où il y a un mélange de couleurs et tu fais de la calligraphie à l'intérieur de tes œuvres. Comment ça naît, ça, en toi? Je crois que la peinture est l'exemple même de ce qu'on peut s'envoyer comme message, ou de comment est-ce que peut se manifester dans notre vie, en fait, quelque chose qu'on désire profondément, mais qu'on n'autorise pas encore, ou justement ça peut être en dehors du mental, parce que la peinture, l'histoire de ce tableau, ça faisait quand même des années, ça faisait peut-être, je l'ai peint, je devais avoir 35 ans, mais c'est quand même depuis mes 25 ans, donc ça faisait peut-être 10 ans que je cherchais un tableau. Donc pourquoi cette idée du tableau? Bon, mes parents s'intéressent un peu à la peinture, mon père a toujours un peu peint, tu vois, on a des petits trucs quand même, tu vois, on a des reproches de Chagall, de Corot, donc bon, il y a des petits signes, mais qu'est-ce qui ferait qu'à un moment donné, je cherche un tableau et que j'arrive pas à trouver, qu'un jour je me dis, voilà, je vais aller le peindre. Pour moi, c'est vraiment l'axe par lequel peut-être mon âme, le soi, enfin peu importe comment, l'amour que nous sommes, est passé, en fait, pour m'autoriser à aller dans des espaces qui sont pas accessibles par le mental, pour ouvrir d'autres portes qui sont la canalisation, la médiumnité, la conscience de soi. Donc du coup, c'était un médium comme un autre, c'est le cas de le dire. Et quand c'est arrivé sur le moment, de toute façon, je me suis pas du tout posé la question de pourquoi, de ce que c'était ou tout ça. C'était en dehors de mon champ de conscience. Par contre, c'est quand, au fur et à mesure, c'était en train de s'installer et que je commençais à avoir les messages et la signification que portait cette peinture, parce que c'était quand même, pour moi, c'était de la peinture sur un tableau, quoi. Donc c'était cool, ça me permettait d'aller mieux, tout ça. Je m'enorgueillais un petit peu en montrant mes œuvres, etc. Mais c'est que quand j'ai eu cette explosion de colère, un jour où j'ai commencé à peindre et à sortir un truc qui était en dehors du mental, que les messages ont commencé à arriver. Et là, je me suis dit, ah waouh, ok, il y a autre chose en fait à aller voir là-dedans. Et quand j'ai eu mon burn-out, puisque j'ai commencé à peindre 6 mois avant mon burn-out, c'est tout ce que j'avais en fait. J'avais plus rien en fait. J'étais en mode, j'ai l'impression de perdre pied. Et la seule chose que j'ai, c'est cette peinture a priori qui cache quelque chose de grand. Et maintenant, je vais mettre à fond dedans. Donc tu vois, c'était un canal, un médium comme un autre, mais celui qui était le plus aligné pour moi pour aller dans d'autres sphères.
L'autre question, en fait, ça va être un petit peu, donc déjà, moi, je voulais te féliciter parce que en burn-out, on a toutes un petit peu, enfin, en tout cas, ou à des moments un petit peu, on s'est lancé dans la peinture, on s'est lancé dans des trucs. Pour autant, on n'est pas devenu artiste complet. C'est vrai que toi, il y a le parcours qui est quand même. Je me suis dit waouh, quand même, parce que moi, j'ai fait mes petits machins, je fais mes trucs, mais à un moment, c'est pas exposable. Mais voilà, donc toi, il y a cette grande médiumnité aussi vis-à-vis de l'art, qui est ce que je trouve très beau, c'est une autre forme de médiumnité. Parce qu'on a l'habitude de la médium qui va voir, qui va entendre, mais l'art, c'est une forme de médiumnité. Donc ça, c'est magnifique. Il y a ta rencontre avec Géraud, qui est vraiment au départ en même temps intense, en même temps lui il a quelqu'un d'autre. Enfin, il était avec une femme au départ qui n'est pas anodin aussi. Il y a tout un passage sur c'est très troublant, hein, ce passage où en fait il est quasiment hypnotisé, capté par cette femme qui est une sorte de sorcière, hein, vraiment. Donc il y a cet acte-là où à un moment il se réveille, il a besoin de cheminer, mais c'est pas anodin votre rencontre. Ouais, alors moi j'aimais bien, encore une fois, Marc me disait, là, je crois qu'on a une mauvaise définition des sorcières. Les sorcières, à la base le terme c'était pas sorcière, c'était sourcière. C'est celle qui était en lien avec la source. Donc, il y avait ces capacités. Après, je pense qu'il y a certaines sourcières qui ont utilisé le pouvoir peut-être à partir d'espace, justement, à partir peut-être de l'ego, de la peur, de tout ça, de l'inconscience, tout ça et tout. Moi, j'ai beaucoup de gratitude envers cette femme parce que si Jérôme n'avait pas eu cette relation avec cette femme-là, je pense qu'on n'aurait pas eu la relation qu'on a aujourd'hui ensemble. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur ma gratitude envers elle parce que pendant longtemps, j'avais l'impression d'être dans son ombre, j'avais l'impression d'être un produit de remplacement. Et en gros, il n'est pas venu avec moi parce que c'est moi, parce que bon, on a vécu beaucoup de choses par rapport à cette histoire, mais pas que celle-là, il y en avait d'autres. Et c'est vrai que j'ai envie de te dire, ça s'est passé exactement comme ça devait se passer, tu vois. Ça m'a permis à moi aussi de me positionner dans cette histoire, d'aller travailler ma dépendance affective, d'aller travailler ma jalousie, d'aller travailler en fait d'être la numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aujourd'hui, parfois on n'est pas l'amour number one. Parfois on a déjà eu 3, 4 belles relations dans sa vie ou des relations qui ont compté. Pas forcément belles parfois, mais elles ont compté. Et du coup, d'aller travailler ce point-là et d'arriver dans des espaces avec Géraud qui sont non pas des espaces de perfection, des espaces d'amour passionné, mais plutôt des espaces vraiment d'amour en conscience. Et j'ai beaucoup travaillé cette relation par rapport à cette femme. Il y a eu elle et une autre femme, parce que c'est vrai que c'était ce qui se manifestait à ce moment-là. Et Géraud, il a vécu ce qu'il avait à vivre avec cette femme-là, donc j'ai pas grand-chose à dire sur ça, si ce n'est que c'était parfait comme ça. Et que peut-être le fait que ce qui était troublant, c'est qu'il nous a rencontrés quasiment le même jour, sur le même site de rencontre, qu'on avait le même âge et qu'on avait tous les deux un petit garçon. Donc il y avait comme si, tu vois, il y avait deux possibilités qui sont les mêmes et laquelle tu vas choisir. Et on a l'impression qu'il s'est trompé en allant avec l'autre femme, mais pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout une erreur, c'était nécessaire pour pouvoir se retrouver après. S'il m'avait choisi en premier, je pense qu'on n'aurait jamais eu la relation qu'on a aujourd'hui. Donc cette femme était vraiment une messagère qui a préparé aussi la relation dans d'autres espaces. Et ça, c'est important quand même de vraiment l'honorer, quoi. Ah, ça, c'est magnifique de dire, voilà, il y a eu une histoire qui pourrait sur le moment paraître très compliquée, mais finalement, c'est l'apprentissage, c'est l'initiation, parce qu'effectivement, il a beaucoup appris. Toi, de ton côté, dans le livre aussi, tu as tout ton cheminement aussi, hein. Tu vas voir des guérisseurs, tu vas voir un imam aussi, qui te demande de respecter des sourates, qui te met de l'huile, qui te demande, alors ça, c'est un rite très africain aussi. En Afrique de l'Ouest, on va mettre du beurre de karité sur le corps pour se protéger. Là, toi, tu racontes qu'il y a l'huile d'olive sur le corps pour protéger. À un moment, t'évoques, je crois, même un djinn amoureux, possiblement, on ne sait pas en fait si c'est, mais tu vas cheminer dans cette avec ça. Qui sait, hein, peut-être que l'imam, moi je connais des imams qui ont vraiment des très grands pouvoirs et justement qui vont libérer les femmes, hein, sur ces notions-là, où je sais, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, des fois, ça va mieux après. Puis c'est ça qui est important. Ouais, alors je pense que tout est vrai et tout est vrai à partir du moment où on y croit. Et je pense que dans notre réalité, ça se manifeste vraiment. C'est-à-dire que il y a des imams guérisseurs, il y a des comment dirais-je, des chamans, il y a
tu sais, des exorciseurs, enfin, des exorcistes plutôt. Donc il y a plein de choses. Moi, je me souviens que quand j'étais en train de manger ça, j'étais dans une tourmente, quoi. J'étais possédée, donc tout le monde était un peu démuni face à ça. Hein. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a testé ce qu'on connaissait. Effectivement, cet imam est venu. Je pense qu'ils ont fait de leur mieux. Mes parents ont fait de leur mieux, tout ça et tout. Et je voyais la scène et j'étais consciente de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a des choses qui se manifestaient. Hein. Il y avait des changements de voix, il y avait mon corps qui se berçait. Donc je me suis dit, mais à quel moment c'est moi, à quel moment c'est pas moi, à quel moment je fais exprès, à quel moment il y a vraiment cette dichotomie en moi. Et ça a bougé parce que je faisais l'huile là et puis on m'avait donné des trucs avec du nigel et tout. Je pense que sincèrement ça peut marcher. Ça peut marcher, mais je crois que c'était pas ce qui était bon pour moi. C'était pas, ça faisait partie du process. À un moment donné, il y a vraiment un truc où j'en avais marre en fait. J'étais en mode c'est lourd, c'est fatigant, ça et tout, mais on a vécu des vrais moments de manifestation, parce que c'est ça qu'il faut quand même remettre au centre, c'est que les gens ne font pas exprès. Les gens perdent à un moment donné le contrôle de leur corps, ils perdent leur contrôle de leur esprit, ils perdent de tout ça, parce qu'ils se branchent sur des fréquences où ils peuvent les perdre. Et c'est ça qui était intéressant en fait. Et moi, je me suis branchée sur ces fréquences-là, et mon mari a filmé des scènes, donc quand on les voit de l'extérieur, c'est clair, et à ce moment-là, mon corps était possédé. Mais c'est juste que j'ai donné les clés à cette entité qui s'est fabriquée, entité mentale, émotionnelle, qu'on appellera comme on veut. Moi, je n'ai pas cette connaissance-là. Et mon amie, une amie à moi qui m'a appelée à ce moment-là, qui me disait, elle me dit, Anissa, tu ne peux vivre que l'expérience de ce que tu autorises. Et elle me dit, nous sommes les créations du divin. Donc rien, absolument rien ne peut nous toucher. Je veux dire, nous avons un pouvoir qui est énorme. Et quand elle me dit ça, mais je me dis, mais c'est vrai. Et c'est là où il y a quelque chose qui a commencé à bouger. Et mes cousines m'ont emmené voir un dernier raqi. Alors c'est pas un imam, hein, c'était un raqi, un guérisseur, tu vois. Et lui, quand je vais le voir, c'est un peu le chaos chez lui. Son fils joue à la console, il est taqué dans son salon, c'est le bordel. Je comprends pas ce que tu fais là. Mais moi, j'étais tellement désespérée que j'étais en mode, vas-y, viens, on teste, tu vois. J'en pouvais plus de ton système. Et là, il va juste prendre ma tête et il va parler, en fait, à mon subconscient, clairement. Hein, mais j'entends pas ce qu'il dit. Et je ressors de là, je fais en mode ok, bon, il me dit c'est bon, il me dit tu donnes ce que tu veux, je vais te donner 20 €, 50 €, je sais plus. Je suis sortie de là, et là je me suis dit bon, je crois qu'on va arrêter. je crois que c'est foutu, tu vois. Mais néanmoins, dès le soir même, en fait, quelque chose a bougé. Quelque chose a bougé. J'avais compris que il avait parlé à mon subconscient, quelque chose qui n'était pas accessible à mon mental, mais j'étais assez désespérée pour y croire. Et en même temps, il y avait quelque chose dans son énergie où je savais que c'était vrai. Donc, je savais qu'il avait ce pouvoir-là, tu vois, mais sans le décorum, sans le tralala, sans les faux. Et à partir de ce moment-là, je me suis plus intéressée à Wayne Dyer, à Eckhart Tolle, à Louise Hay. Et c'est là où mes mentors sont apparus. Et là, bon, ça a été un autre cheminement. Donc, et Younou Jonas qui m'a accompagnée aussi, qui lui avait comme axe l'islam, hein, un jour m'a dit, tu sais, tu t'es jamais posé la question pourquoi est-ce qu'en Afrique, il y a encore beaucoup de gens qui vivent ces exorcismes-là, etc., alors que plus du tout en Europe quasiment. On dit tout simplement parce qu'on les nourrit plus en Europe. Et tant que c'est nourri, ça se manifeste. Donc voilà, donc c'est des égrégores auxquels on se branche, qui sont réels dans notre matérialité. Si on se branche dessus, on les crée dans notre matérialité. Ouais, c'est très juste ta définition. On ne sait pas trop ce que c'est. En même temps, il y a une forme de mal-être. Le djinn, hein, qui est une forme alors tu me reprends, hein, c'est vraiment une sorte d'égrégore justement, qui peut être plus ou moins mauvais, hein, mais en tout cas relativement taquin, me semble-t-il quand même, et effectivement on peut avoir dans des mariages, je me souviens des mariages marocains, une dame, je me souviens d'une dame très vieille qui part en transe et qui danse avec le djinn. Ça c'est quelque chose qui m'avait assez impressionné. Je me souviens aussi que j'avais une amie, c'était ok pour elle que une de ses tantes était mariée avec un djinn. Voilà, c'est toute une forme de croyance. C'est pas trop, c'est bien, c'est pas bien, on sait pas. En tout cas, c'est dire qu'est-ce que toi t'as envie de partager, et le fait est que toi il y avait un mal-être. Il se règle par quelqu'un qui parle au-dessus de ta tête. C'est peut-être l'accumulation des soins qui font que, à un moment, lui, il arrive, puis en une seule séance, il y arrive. Voilà, on saura jamais. Mais toi, tu sors bien.
tu sors en tout cas nettoyé, tu commences à entreprendre effectivement le cheminement intérieur, spirituel, et là il y a tout un chemin aussi. Puis on peut pas parler de toi non plus si on parle aussi, tu as vraiment cette notion d'abondance et d'accompagner les femmes vers s'autoriser à l'abondance. Et ça, tu le travailles et tu le partages bien dans ton livre aussi. Je partage une anecdote complètement folle aussi que j'ai entendue de toi. C'est un jour, je crois que tu prends un rendez-vous avec une coach. Je crois que c'était 1 000 € de l'heure. Voilà. Et tu prends le rendez-vous. Tu dis à Géraud, je dois le faire. Tu le sens et tu fais et tu prends. Et il y a quelque chose qui se passe, en tout cas pour toi, dans la libération de l'énergie. Voilà. Il y a aussi cet accompagnement-là sur l'abondance. Juste pour repréciser quand même pour les jeans. Alors moi, j'ai aucun avis sur les jeans. Je ne les définis pas. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, entre ce qu'on m'a dit, ce que c'est, ce que ça devrait pas, etc. C'est juste qu'à un moment donné, parce que c'est important de préciser quand on ne sait pas. Et moi, personnellement, à cet endroit-là, c'est pas du tout ma compétence. Je sais juste que il se passe des choses à certains endroits. Qu'est-ce que c'est? Bon, parfois c'est de la transe et puis tout simplement c'est une libération émotionnelle. Je me suis formée au breathwork, la Kundalini, et je me rends compte que ce que je prenais pour de la danse ou des choses comme ça, où c'était juste mon corps qui avait besoin d'exprimer certains espaces, l'énergie qui circule. Enfin, il y a tellement de choses qui se jouent dedans. Donc ça, c'est pour la partie énergétique qu'on a vu avant. Après, pour la notion d'abondance, alors parce que souvent les gens, quand je parle d'abondance, alors l'abondance, ça fait toujours partie de ma vie. Hein. Vraiment, j'ai été banquière pendant 15 ans, j'ai fait des mariages, plein de choses. Donc, il y a un truc où maintenant je le sais, mais avant je le savais pas. C'est que je sais que j'aurai toujours de l'argent dans ma vie. Et j'avais la croyance que c'était pas le cas. Mais maintenant que je l'ai vu, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est juste un changement de perception. Maintenant, pour cette coach américaine, c'est à un moment donné où je travaillais justement sur la notion d'abondance, où j'étais plutôt dans l'abondance du manque, d'ailleurs, hein, c'est ce que j'enseigne en général. C'est ta problématique, c'est pas l'abondance, ta problématique, c'est l'abondance du manque. C'est que tu es connecté à l'égrégore manque. Donc, on va se connecter sur l'égrégore de base, l'abondance de l'abondance. Et quand il y a eu cette coach, parce que ça faisait partie de mon cheminement, c'était alors, est-ce que tu vas level up ou pas? Parce que moi, aujourd'hui, 1 heure avec moi, c'est 1 100 €. Hein, donc, c'est bien que j'ai ouvert ce canal-là. J'avais besoin parce que pour moi, c'était tellement loin. Mais qu'est-ce qu'on a pour 1 000 € par heure? Qu'est-ce qu'elle va faire? À faire des claquettes? C'est quoi le truc, tu vois? Parce que j'étais vraiment dans cette notion de matière et de rentabilité. Je n'avais pas vu la valeur, en fait, que pourrait fournir un expert. On n'est plus dans la notion de temps, on est dans la notion de valeur. Et ça, en France, on a encore un peu de mal. Alors, quand on est dans l'entrepreneuriat ou dans certaines sphères, on se pose plus la question. Moi, j'ai fait mon rendez-vous avec mon fiscaliste, c'est 2 500 €, 1 heure et demie, mais il me fait gagner peut-être 250 000 € peut-être sur mes prochains accompagnements. Tu vois, donc j'ai dû m'habituer à parler de ces sommes de façon fluide, parce qu'au final, j'ai level up aussi dans mon parcours entrepreneurial. Et quand j'ai pris ce rendez-vous avec cette coach, ce qu'il faut savoir, c'est quand j'ai vu le tarif, c'était exactement 888 $. Quand je l'ai vu, elle en avait que 2 par mois. J'ai été sur son calendrier et la page est restée ouverte pendant 1 semaine. Je n'ai pas pu cliquer dessus, je n'y arrivais pas. Et en plus, c'était à une époque où pour moi, il fallait que ce soit rentable. Comment je vais rentabiliser ça? 888, moi, mon cerveau, il a fait un tour en une fois. Il a dit 888, je peux refaire une partie de ma garde-robe. J'avais pas du tout cette notion de, ben oui, 888, moi je faisais mes courses chez Zara, H&M, Primark, ça m'arrive encore pour mes enfants, mais derrière je me suis dit 888, mais je vais avoir un manteau, un sac, et moi je m'autorisais pas déjà à m'offrir des choses pour moi. Alors, 800 € en 1 heure, donc pendant 1 semaine c'est resté ouvert sur cette page-là, et Géraud, lui, il est très à l'aise avec ça. Et vraiment, lui, il a pas de problème en fait. Il peut acheter, te dire ben non, quand t'investis, c'est de l'investissement. Et à un moment donné, je lui dis j'arrive pas à valider le rendez-vous. Il m'a dit c'est ce qu'on va faire. Et il est parti me chercher la carte, hein, et il m'a dit on va le faire ensemble. Et donc on a mis la carte ensemble et j'ai validé. Et au moment où je validais, ma main elle tremblait. Hein. J'étais pas bien. Et en fait, j'avais compris que c'était pas ce qu'elle avait à me délivrer que je venais de m'offrir. C'était l'autorisation de passer un cap au niveau de la valeur que je m'accordais, la rentabilité qu'il fallait que ça ait. Au final, le rendez-vous, il était génial. J'ai adoré cette femme. Elle m'a beaucoup enseigné, surtout au niveau de l'énergétique et des activations d'ADN, tout ça et tout. Enfin, c'était magique. Mais 80%, je l'avais reçu au moment d'appuyer sur le bouton. Et ça, c'est nouveau dans le mindset. Tu vois, c'est nouveau dans ce système-là. Donc, c'est pas, et ça m'a fait la même chose le jour où je suis partie m'acheter mon premier objet de valeur, entre guillemets. Ma première paire de baskets qui était une Balmain. Je l'ai filmé sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, à quoi ça sert d'avoir une paire de baskets à 400 €?
Ça a été en solde au lieu de 1 000 €. Mais quel est l'intérêt? Tu vois, moi, dans ma tête, ça ne matche pas. On s'en fout. Il y a des gens qui crèvent de faim. Pourquoi j'irais acheter une paire de baskets à 400 €? Oui, mais toi, pourquoi est-ce que tu as besoin de faire cette expérience? Parce qu'il y a d'autres femmes, elles le font, hein. Des femmes, elles habitent, moi j'avais une amie, elle habitait en HLM. Tout son salaire, il partait dans ses bottes ou dans ses sacs. Moi, elle me disait, voilà, bah, le mois prochain, je vais travailler 1 mois pour un sac. Ok, c'est pas du tout mon paradigme. Moi, je suis en mode alimentaire, il faut que le frigo soit rempli, les crédits payés, tout ça. Donc, investir 400 € dans quelque chose qui n'a pas d'utilité pour me nourrir, mon cerveau, il comprend pas. C'est ça que je partage aussi au niveau de l'abondance, c'est que ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit. Et quand j'ai payé ces paires de Balmain que j'adore d'ailleurs, parce que c'est ma paire d'ancrage, eh ben, je suis arrivée en caisse, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'en ai fait l'expérience. Je me suis dit, mais merde, en fait, qu'est-ce qui fait qu'en payant une paire de chaussures à 400 € d'une marque, voilà un truc, eh ben, il y a quelque chose qui s'ouvre en moi. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, ça en a un. C'est la notion de s'autoriser. C'est la notion d'aller dans des sphères où mon mental ne comprend pas. C'est la notion de me donner de la valeur. C'est pas un objet, mais ça en dit long sur moi et de mon désamour. Et donc, on va retrouver cette problématique sur l'abondance financière dans l'entrepreneuriat, parce que j'accompagne quand même beaucoup d'entrepreneuses qui, à un moment donné, j'arrive pas à mettre des tarifs j'arrive pas à mettre des prix, je ne sais pas en fait quelle est la valeur que j'offre, je n'arrive pas en fait à avoir des clientes et tout. Mais je me suis dit, mais attends, mais ça s'apprend à être entrepreneuse. On parle pas que de l'abondance, ça s'apprend. Tu vois, là, ce que j'ai fait là, c'est parce que Jérôme m'y a emmené. Il m'a appris à être à l'aise dans les palaces et à m'en détacher. Il m'a appris à aller manger un repas à 400 €. Je peux te jurer que moi, j'ai des gouttes de sueur, hein, tu sais, quand il me faisait ça. Mais derrière, j'ai compris. C'était juste, c'est de la matière. Détache-toi de ça. Ça ne définit pas ta valeur. Et en même temps, autorise-toi, en fait, à aller vivre ça. Donc voilà. Donc, je conseille pas à tout le monde de le faire comme moi je l'ai fait. Parce que je pense qu'il faut y aller par étapes. Mais ça vient ouvrir beaucoup d'espace sur notre rapport à l'argent. C'est pas l'argent le problème. Pas l'abondance financière. C'est tout ce qui se cache derrière, sur la non-autorisation et sur les croyances limitantes, sur ce que représente l'argent. Ouais, puis c'est intéressant, c'est ce que tu dis, à un moment, c'est level up. C'est un moment, il y a un stade où tu peux faire ça. Tu à très juste titre, puis j'imagine que tu as aussi, toi, des femmes qui te suivent, qui sont thérapeutes. Puis il y a effectivement le gap de l'attente des clients. On croit qu'on fait pas un bon site internet, il y a pas de bon référencement, limite, il y a aucune com. Si j'ai pas de clients, oui, très bien, on va remettre en place une stratégie. Et après, de l'autre côté, il y a une stratégie. Comment, une fois qu'on a à peu près stabilisé la stratégie, comment après on entre dans une phase effectivement plus énergétique? Parce que si j'attends en lotus devant ma porte, en méditant, en appelant l'abondance, il y a personne mon téléphone va pas sonner. Enfin, ça donc il y a toujours ce gap, hein. Puis dans le développement personnel, il y a combien de thérapeutes qui se lancent et qui effectivement sont dans ce fantasme-là. Donc il y a un entre-deux. Et là, tu dis, c'est effectivement comme quand on a les accompagnements, hein, dans l'entrepreneuriat, on commence par des petits accompagnements. Moi, mon premier accompagnement, et Dieu sait qu'aussi je suis dans une activité spirituelle, premier accompagnement à 5 000 €, pareil que toi, hein, c'est là, waouh! Et est-ce que je vais le rentabiliser? Puis c'est tout à fait raison. Est-ce que tu le rentabilises en chiffre d'affaires tout de suite, ou à un moment tu le rentabilises en connaissance, en t'autorisant, et en même temps en nourrissant aussi, en investissant? Moi, je nourris l'égrégore de mon business. À un moment, tu es là, tu as cette activité-là, il y a une identité, c'est comme communiquer avec son business, et c'est là où c'est pas dire, ça peut paraître surprenant ton discours, évidemment, si on le prend sur, j'imagine qu'à ce moment-là, quand tu commandes chez cette personne, t'es pas à découvert de 10 000 € et ton frigo n'est pas vide et tu peux correctement t'occuper de tes enfants. Évidemment, c'est un moment où On n'est pas loin. Hein. Il faut savoir qu'à chaque fois, pourquoi est-ce que j'avais hésité à cliquer sur le bouton? C'est parce que souvent où j'ai dû j'ai dû prendre des décisions comme ça, et c'est pour ça que j'ai dit, il faut pas faire ce que moi j'ai fait. Hein. Il vaut mieux y aller par étapes. Mais les 3/4 du temps, on a dû prendre des décisions avec Géraud. C'était vraiment des moments en fait où c'était pas le moment. C'était pas le moment de prendre ce genre de décision. C'était pas le moment. Quand on a fait un voyage à Dubaï, on devait aller rencontrer un client là-bas. On venait de rentrer, je sais pas, 10 000 € de chiffre d'affaires après des mois de disette. Et on était en mode, oh, wow, trop bien, c'est bon, on a de la trésorerie là peut-être pour 2-3 mois. Tu vois, c'était à l'époque où vraiment il fallait faire très attention dans le business pour pouvoir investir tout ça. Comme par hasard, le voyage à Dubaï, c'était 10 000. Donc, à chaque fois, on prenait des risques. Quand je te parle de là, je voulais m'acheter une veste pour ancrer. À un moment donné, je me dis, bon, alors, je vais me donner de la valeur, je vais m'acheter une veste à 1 000 € pour savoir ce que ça fait. Je me suis dit, si je signe un contrat aujourd'hui à 2 000, je m'achète la veste à 1 000. Je te donne dans le 1 000, j'ai signé un contrat à 2 000 le même jour. Donc, ça veut dire que
dans mon système, il y a, je prends des risques et derrière j'ai la récompense qui est tout de suite. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Moi, je l'ai vécu à la dure, à la mode je saute sans parachute. Mais derrière, non. Aujourd'hui, ce que je dis dans l'école des artisanes, je leur apprends vraiment à sécuriser leur système, à ancrer les bases pour vraiment comprendre les mécanismes. Qu'est-ce qui se joue? Gérer les pensées, les émotions, mettre de la masse au fur et à mesure, tout ça et tout. Vraiment, on y va par étapes. Et après, allez, on level up d'un stade juste au-dessus. Et après, on level up d'un stade juste au-dessus. Parce que sinon, le système nerveux, il est trop freak out dans ces moments-là. Il faut pas faire ce que nous, on a fait. Franchement, et c'est peut-être pour ça qu'on est mentor, pour dire on va te faire gagner du temps, d'accord? Mais derrière, sois patient et va par là. Et personne ne vous a dit de quitter votre emploi alimentaire tout de suite. Personne ne nous a demandé de quitter votre mari tout de suite. Tranquille, hein, fous-toi la paix. Mais derrière, ne t'endors pas. Si c'est important pour toi, bouge-toi. Hein, tu vas pas juste nous dire ah oui, je comprends pas parce que moi le nombre de gens, mais je te promets, hein, qui me disent ah mais ça a l'air tellement facile pour toi Anissa. Ah bah tiens tu peins, tu décides d'exposer, tu vas dans le monde entier. Ah ouais? Mais qu'est-ce que tu connais de ce que j'ai fait à ce moment-là et ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là? Ah mais votre couple il est merveilleux et tout. Ah ouais? Est-ce que tu as vu par quoi on est passé par Géraud et moi? 29 000 heures d'accompagnement mutuel ensemble. Ah mais aujourd'hui tu es mentor pour femmes dans l'école des artisanes. Ah ouais? Est-ce que tu sais par quoi je suis passée pour l'école des artisanes? Ah, mais aujourd'hui, tu accompagnes des personnalités, célébrités et tu es à l'aise au niveau de l'abondance. Ah ouais? Qu'est-ce que t'en sais de combien de fois je me suis cassé les dents sur le sujet? J'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies en une, mais en réalité, c'est parce qu'à chaque fois, j'y vais, quoi. C'est ce qu'il me dit mon mari. Hein. Il dit, toi, t'y vas. T'y vas, tu remplis les papiers après, quoi. Tu fonces et puis tu verras après. Alors, encore une fois, c'est pas la meilleure façon de faire. Faut aller voir des gens. Franchement, aujourd'hui, t'as dit, il y a plein de gens qui se lancent, des thérapeutes. Ils sont très bons pour les 3/4. Franchement, pour les 3/4, ils sont vraiment investis d'une mission. Ils veulent vraiment être au service. Maintenant, il y a une nouvelle étape pour ces thérapeutes et coachs et accompagnants. C'est de sortir du rôle du sauveur, sortir du rôle de l'argent et l'accompagnement, ça fait pas bon ménage, je m'autorise pas. Et puis, là, level up, effectivement, se positionner en tant qu'entrepreneur pour être au service d'une humanité qui en a besoin aujourd'hui. S'il y a eu beaucoup de thérapeutes et de coachs, c'est parce qu'on en a besoin, en fait. Ils sont utiles, essentiels dans notre cheminement vers plus de conscience aujourd'hui. C'est intéressant parce que c'est vrai que dans ce monde spirituel, on va très vite choquer sur la notion d'argent, pourquoi on se fait payer. Moi, j'ai déjà eu pour un accompagnement spirituel, pourquoi tu te fais payer, pourquoi t'es pas gratuite? Je me dis quand je vais voir un prêtre, c'est gratuit. Et là oui, regarde, moi j'aimerais bien le compte en banque du Vatican. Moi, je voudrais bien avoir ma propre banque, ça irait bien. Mais d'essayer de regarder, puis d'être très clair là-dessus, d'être hyper transparent. Oui, il y a ça. En même temps, moi, j'ai des tarifs qui sont pas chers. Alors évidemment, je parle depuis la Suisse, où on a peut-être un rapport encore différent à l'argent. On n'a pas le même mode de vie. Nous, à moins de 5 000 €, on n'a pas encore mangé dans notre budget familial. Oui. Donc ça, faut bien le poser, faut bien se dire, voilà, nous le système de santé, c'est déjà rien que d'être protégé pour la santé. Je vous parle pas juste l'assurance santé, on parle de 1 000 €. Et là, on n'est pas encore tombé malade. Donc effectivement, nous, je crois en tout cas, maintenant ça fait 15 ans, 17 ans que je suis en Suisse, donc je me suis beaucoup suicifiée. Et on a un autre rapport effectivement à l'argent, et on a un rapport où à un moment, c'est pas une histoire de prendre, d'être mauvais, c'est juste une histoire il faut pouvoir subvenir aux besoins, vivre de manière confortable et effectivement faire des expériences. Et comme tu dis, il y a des moments où, quand tu disais, moi, j'ai mon premier accompagnement à 5 000 €, évidemment, j'avais pas l'argent sur le compte. Évidemment. Tu te lances, tu dis, je sais pas comment je vais payer. Tu sais même pas. Tu dis, les gars, je peux vous payer la première mensualité. Et puis, on regardera après. Et j'ai galéré tout le long jusqu'à un moment où tu dis, OK, mais j'ai bien fait de le faire. Vraiment. C'était l'une des plus belles choses que j'ai à faire. C'était dur, mais effectivement bien. Donc, il y a ce rapport-là. Il y a ce rapport, effectivement, des thérapeutes un peu, qui veulent sauver. Donc, il n'y a pas de raison de se faire payer. Et en même temps, ça reste une activité, qui doit, ça reste un travail. Est-ce que tu peux nous parler du coup de l'école des artisanes? Qui on est pour venir dans les artisanes en fait? Quel profil il y a de personnes? Quel horizon? Et qu'est-ce que tu nous transmets en fait? Alors bon, déjà les artisanes, c'est que pour les femmes aujourd'hui, puisque Géraud a les initiés, moi j'ai les artisanes, et c'est une école pour des femmes qui ont déjà un cheminement. C'est déjà des femmes. Alors parfois j'en ai une qui se perd en route et qui commence par l'école des artisanes, mais c'est plutôt rare. C'est plutôt des femmes qui ont déjà une certaine introspection, qui ont déjà été accompagnées par des thérapeutes, quels qu'ils soient, qui ont déjà lu des livres, fait des conférences, etc., qui ont un questionnement
sur elles-mêmes, et qu'à un moment donné, elles ont compris. Alors ça, c'est vraiment une grande majorité, c'est elles ont compris, mais elles n'incarnent pas ce qu'elles ont compris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles se disent, mais je comprends pas, j'ai compris la loi d'attraction, j'ai compris les accords Toltec, j'ai tout compris, mais ça redescend pas dans mon corps, ma vie ne change pas. J'ai tout compris, mais ça change rien, en fait. Et même parfois, c'est pire qu'avant. Donc, je comprends pas ce que j'ai pas compris. Et on a eu d'autres typologies des femmes qui vraiment, en fait, me découvrent par hasard. Je dis, il y en a qui se perdent par là. Mais dès qu'elles m'entendent parler sur les réseaux, sur des problématiques quelles qu'elles soient, comme tu as dit tout à l'heure, la sexualité, ou le fait que je parle cash sur l'abondance financière ou autre, ou les origines, les conditionnements et autres, tout de suite, c'est comme si, et ça, c'est vraiment deux catégories de femmes, c'est comme si elles m'avaient cherché depuis toujours. C'est-à-dire qu'elles savent tout de suite. C'est dès qu'elles arrivent sur une vidéo, elles disent, c'est avec elle, c'est elle, je veux que ce soit elle qui m'accompagne, parce que ce qu'elle dit là, c'est beaucoup de souffrance que je n'ai jamais réussi à verbaliser. Et elle arrive à le faire en une vidéo. Donc, c'est avec elle que j'ai envie d'aller. Donc, on a ces deux profils-là de femmes qui veulent vraiment trouver du sens, qui veulent vraiment incarner ce qu'elles ont compris ou ce qu'elles sont en train de comprendre. Et elles veulent une vie avec du sens, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Dans mon couple, dans mon business, moi avec moi. Enfin, vraiment, c'est très important pour elles. Et dans l'école des artisanes, on a vraiment un process qui est très clair, puisque c'est une école qu'on a créée avec Géraud, qui est sur 12 semaines. Pourquoi 12 semaines? Parce que on sait qu'il faut 21 jours pour implémenter une nouvelle habitude, et on sait qu'il faut 3-4 mois pour avoir des compétences qui soient conscientes et qui sont du domaine de l'habitude. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de 12 semaines. Et ces 12 semaines où vraiment je les accompagne au quotidien dans un groupe Telegram. Et aussi, elles ont un rendez-vous avec moi qu'elles adorent, qui est le mardi soir, puisque tous les mardis soirs, elles posent toutes leurs questions, tout ce qu'elles ont expérimenté dans la semaine, tout ce qui leur pose problème. Elles ont utilisé les outils, elles les ont expérimentés. Donc, d'une semaine à l'autre, on leur donne les outils. Et là, elles peuvent tester les outils toute la semaine, et la semaine d'après, dire, voilà, j'ai essayé ça, et là, j'ai bloqué là-dessus, là, j'y arrive pas, etc. Donc, ça veut dire qu'on réajuste au fur et à mesure, concrètement, parce que moi, je suis une nana du concret, en fait, les systèmes. Parce que ce qui m'intéresse chez les artisans, c'est de comprendre les mécanismes. Comment est-ce que tu fonctionnes? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu vis ce que tu vis? Et comment tu agis dessus? Parce que oui, j'attire toujours les mêmes partenaires amoureux. J'attire toujours le même profil. Et ben déjà, une fois que tu as repéré ça, hop, tu as identifié un truc. Par contre, ton énergie est toujours liée à ce mécanisme-là. Donc, on va aller plus loin, on va commencer à étudier comment est-ce qu'on crée sa réalité à partir de son schéma de pensée, de son émotionnel, de sa vibration, et on commence à reconditionner en fait le subconscient, consciemment, tout en sécurisant le système. C'est super important parce qu'il faut être dans une sécurité en fait au niveau de son système nerveux. Donc ça, j'ai mis des années à arriver à ce résultat-là. Et donc, on a le premier mois, on travaille sur le paradigme, sur le mindset, donc sur les pensées, comment on change de paradigme, les émotions. Et je te garantis que on a énormément de femmes qui ont fait du développement personnel et qui ne font pas ce qu'on fait chez les artisans. Dès qu'elles arrivent, c'est comme si c'était le truc qui manquait pour tout connecter. Le deuxième mois, on travaille concrètement sur la loi d'attraction, la manifestation, la vibration. Comment ça se passe? Parce que là aussi, il y a une grosse arnaque du développement personnel. C'est en gros, il suffit de visualiser, il suffit en fait d'y croire, il suffit de faire ça. Non, pas du tout. On sait parce que ça marche pour la place de parking, mais pour tout le reste, bon courage, parce qu'en général, ça crée l'inverse. Parce que quand je dis que je veux 1 million d'euros, mais qu'en fait, non seulement j'ai pas la vibration d'1 million d'euros, je sais pas ce que c'est, et en plus derrière, je veux 1 million d'euros, mais en vrai, je veux pas 1 million d'euros, je veux la sécurité. Ah ben, on cherche pas au même endroit, hein. Donc du coup, ça crée de la frustration et la frustration est récupérée par l'ego. On étudie les mécanismes d'évitement de la souffrance de l'ego, dont personne ne parle et pourtant qui sont l'objet de base pour revenir à l'amour que nous sommes. Donc ça, on le fait le deuxième mois. Et en fait, le troisième mois, on plonge dedans. On va regarder vraiment nos parts d'ombre et de lumière et de se dire, OK, je vais aller m'accepter dans toutes mes facettes et c'est OK parce que je suis humaine. Et le fait de m'accepter dans toutes mes facettes d'humaine, je vais pouvoir aller toucher ma divinité. Parce que c'est comme ça que ça marche. Alors qu'en général, on essaye d'aller dans le côté spirituel, perché, tout ça et tout, pour soit fuir son humanité, soit en tout cas se cacher de son humanité. Alors que notre humanité fait partie intégrante du pouvoir créateur et c'est le curseur pour nous ramener à ce que nous sommes véritablement. Donc tu vois, c'est quelque chose de très deep ce qu'on vit chez les artisans. C'est pour ça qu'on a un mindset d'artisan. On dit c'est un mindset d'artisan. On apprend à gérer notre ego, reconnaître nos mécanismes, agir concrètement sur nos souffrances et tout ça dans la douceur et dans la sororité. C'est magnifique. Alors, je crois qu'il y avait une phrase que tu disais qui était magnifique aussi. J'avais pris, tu disais, mais les artisanes, elles savent que je sais plus comment tu as dit, mais les tacler sur leur ego. Je vais être horrible avec leur ego et je vais être très douce avec leur âme. Il y a une phrase qui était comme ça, dit justement pour arriver à les faire cheminer. T'as pas le choix parce que
ce que nous a offert le développement personnel et tout, c'est magnifique. C'est vraiment de prendre conscience qu'on a des outils, qu'on a des billes, connaissance de soi, c'est magnifique. Mais le problème, c'est qu'après, on tombe dans le culte de la personnalité, puisqu'on est dans le développement personnel. Et la personnalité, c'est bien d'en prendre connaissance, mais c'est pas ça qu'il faut développer. Parce que ce qu'il faut aller développer, c'est notre équilibre entre notre être-té et notre humanité. Comprendre pourquoi est-ce qu'on a choisi ce personnage, pourquoi est-ce qu'on a cette personnalité, pourquoi est-ce qu'on a ces blessures. Et effectivement, souvent, parce que les gens, pendant les premières années des artisans, me disaient « mais t'es super dur ». Et même sur les réseaux, les gens, quand ils tombaient sur un live qu'ils me connaissaient pas, ils disaient « ah mais Anissa, elle est sans pitié, tout ça et tout ». Et en fait, j'ai dit « non, je suis dure avec votre ego et je suis douce avec votre âme ». Parce que si on est en mode juste good vibes only, c'est un mensonge, parce que ça veut dire qu'on est en train de dire qu'il faut toujours aller bien, alors qu'on n'est pas censé toujours aller bien. On est censé juste vivre notre humanité avec toutes ses polarités, et la dualité fait partie du cheminement. Maintenant, c'est l'identification qui nous fait souffrir à une des deux polarités, ou le jugement de c'est bien ou c'est pas bien. Là, donc ça veut dire qu'on va d'un côté ou de l'autre, alors que l'époque nous propose d'avoir un et au milieu. C'est je suis ça, moi je leur dis, t'es et une connasse et une nana généreuse, t'as les deux. Donc arrête de croire que, bah voilà, comme moi, arrêtez de croire que je suis mentor spirituel, donc que je suis au clair tous les jours avec moi-même, qu'avec Géraud en fait, on pète des papillons tous les jours. En fait, non, pas du tout. Hein. Donc non, on se réveille pas avec des pétales de rose. Hein. On se réveille tous les matins en mode bon bah voilà, il y a une nouvelle journée dans notre humanité. Par contre, d'être en conscience de la conscience que nous sommes, ça nous fait pénétrer dans des espaces qui sont des espaces de quiétude. Et c'est ces espaces-là, en fait, moi, qui me touchent profondément, sans juger le personnage que je viens incarner ici, avec tout ce que ça comprend au quotidien d'imperfection. Ça, c'est vraiment intéressant. J'avais fait déjà, je crois que j'ai fait 1 ou 2 épisodes de podcast en disant, mais comment aussi tu perçois la personne, pour moi, l'accompagnant, le menteur spirituel. Alors, moi, je mets aussi beaucoup de bémol en disant, parce que malheureusement, dans ce monde-là, il y a aussi beaucoup d'escrocs. Donc, de dire, OK, vous mettez, je disais, alors j'ai eu peu d'exemples en termes de femmes, mais effectivement, beaucoup d'hommes qui ont des niveaux de spirituel, machin, qui couchent avec toutes leurs assistantes. Et puis, voilà, tu dis, ouais, écoute, est-ce que tu te sens à l'aise avec ça ou pas? Tu peux, hein, c'est OK. Des grands chamans, grands que tard, il y en a énormément. Et puis, est-ce que c'est OK? Après, voilà, en général, ça l'est pas. Puis les femmes souffrent à côté, ce qui est leur expérience, OK. Mais du coup, de dire, OK, est-ce que c'est cette personne-là que tu as envie de suivre? Donc, il y a le décalage qu'on peut avoir de dire, OK, il y a une personne qui est quand même pas équilibrée, il y a un truc qui joue pas, mais de laisser la personne dans son humanité aussi, dans ses erreurs, des erreurs qui sont évidemment acceptables. C'est-à-dire, voilà, dans le monde dans lequel on est, il y a des grands charlatans et des grands manipulateurs. Il y a un dosage à avoir, juste de laisser la personne humaine, en tout cas. Effectivement, moi, je me lève pas. Il y a des grands moments de désespoir. Il y a des grands moments de découvert bancaire. Il y a des grands moments de doute. Il y a des moments il y a des moments on vit la vie, hein. Il y a des moments quand tu fais ce level up, tu tentes, bah, t'en savais pas au début, t'aurais pu te faire arnaquer, il y a plein de choses. Et en tout cas, d'avoir cette foi et cette confiance de dire, de toute façon, ça va le faire. Ouais, mais je crois que de toute façon, ça va le faire. Je crois qu'on y arrive en faisant l'expérience. C'était une question que j'avais avec Géraud. Je dis, mais purée, mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cheminement-là, qui disent très vrai sur la connaissance et conscience de soi, mais souvent, c'est récupéré par l'ego. Parce qu'on dit que l'ego fait un bon serviteur mais un piètre maître. Quand il y a des dérives sexuelles comme ça, parce qu'on en parlait avec mon mari il y a quelques jours, parce que on s'intéressait à certains cheminants spirituels qui pourraient paraître un peu barrés, ou de grands guérisseurs qui à un moment donné partent à la dérive, toujours avec cette notion sexuelle. D'ailleurs, c'est souvent des hommes sur le sujet. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a des femmes qui ont des harems d'hommes et on n'est pas au courant. Mais c'est pour ça que moi j'aime bien les artisanes aussi, parce que je dis que le changement sera féminin, non pas alors les femmes, oui, parce que dans le sens où nous sommes des mères, je pense que c'est à cet endroit-là où il y a quelque chose qui se joue, parce qu'après il sera féminin dans la notion de l'invisible. Donc il y a plusieurs choses dans ce que je dis là, mais il ne se fera pas sans les hommes, il ne se fera pas sans le masculin. Il y a un équilibre, encore une fois, à avoir. Et quand il y a des dérives comme ça, c'est parce que je pense que effectivement, c'est récupéré par l'ego, et puis on oublie qu'il y a l'homme derrière qui, à un moment donné, là, on parlait de ces dérives-là sexuelles et autres. Moi, je me suis vraiment intéressée sur la sexualité. Je me suis dit, mais pourquoi les gens vont dans certaines dérives? Tu vois, pourquoi ils vont là-dedans, en fait? Pourquoi, à un moment donné, on a besoin d'aller dans de plus en plus trash dans la sexualité? Pourquoi la pornographie, en fait, a l'impact qu'elle a aujourd'hui? Eh bien, je crois parce que elle touche à quelque chose de sacré.
Déjà, premièrement, parce que c'est uniquement dans la sexualité, je pense, aujourd'hui, je pense qu'on peut le vivre ailleurs, mais je crois qu'il y a que dans la sexualité où on peut vivre des moments d'extase, de connexion, vraiment des espaces qui touchent, frôlent le sacré, à condition qu'on les élève au niveau du cœur. Parce que sinon, si ça reste en fait au niveau des chakras les plus bas, et ben malheureusement, ça reste juste un besoin immédiat d'être assouvi. Et là, on retombe dans des addictions qu'on pourrait retrouver avec d'autres substances. Donc, je pense qu'il y a une soif comme ça qui vient du sacré et qui, à un moment donné, est récupérée par l'ego et qui fait que on ouvre l'espace à plein de choses. Je pense qu'il y a des maîtres spirituels. Voilà, comme je crois qu'il y avait Alan Watts qui était comme ça, qui avait une sexualité libre, tu vois. Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose à aller regarder de plus près sur cet espace-là. Et je pense que c'est un genre de métaphore. J'ai pas encore la connaissance et l'expérience pour en parler, mais de ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est un espace où il y a une opportunité énorme de création, d'élévation et de transmutation. Et je pense que quand c'est récupéré par l'ego, ça devient juste une jouissance immédiate avec des plaisirs terrestres très limités. Et je pense que c'est là où on se perd un peu quand on a des hommes qui dérivent. Et il faut toujours aller regarder qu'est-ce qui se cache derrière. Trop de pouvoir sur une personne, c'est pas bon. C'est exactement ça. Au Brésil, il y a je pense au Brésil on dit João de Deus, donc Jean de Dieu. João de Dieu, absolument, oui. Mais qui était un guérisseur incontestable. Je parlais de lui, en fait. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est le plus grand modèle de... C'est incontestable. Donc, il y a un documentaire Netflix qui est toujours disponible, me semble-t-il, où à aucun moment on remet en cause sa guérison. Dans notre réseau, il y a des gens qui sont allés se faire soigner chez lui, soigner des cancers, soigner des choses incroyables. Mais l'homme était malheureusement, lui, a vraiment abusé et vraiment horrible. Vraiment, là, on n'était plus que dans juste je couche avec mes petites assistantes. On est vraiment dans l'homme qui a vraiment abusé de sa position, abusé des femmes. Donc, je crois qu'il y avait plus de 200 plaintes pour viol. Donc, c'est terrible. Et cette dissonance, moi, ça m'a pris du temps de digérer ça et de dire waouh, comment on peut être aussi bon guérisseur et en parallèle être aussi mauvais homme. On sait pas qu'avec elle. C'est logique. C'est logique pour moi parce que j'ai regardé João de Dios. Là, on a regardé le documentaire sur Raël avec Géraud. Ah oui, c'est pour ça que je faisais référence à ça. Et c'est toujours la même chose. C'est radicalement différent parce que comment il s'appelle, João de Dios, effectivement, c'est un guérisseur point à la ligne. Raël, il guérit peut-être d'une autre façon. Lui, il croit plutôt, et je pense qu'il a créé sa croyance, et il est très doué là-dedans. Maintenant, dans João de Dios, pour moi, c'était logique. C'était logique parce que ça ramène encore une fois à notre dualité. C'est-à-dire que là où il y a l'amour, là où il y a la guérison, là où il y a le service, en face, il va y avoir tout l'inverse. Et comme il va y avoir à un moment donné une espèce d'idolâtrie, une espèce de perte de pouvoir, puisque je remets mon pouvoir à l'autre, alors qu'en réalité, le rôle d'un guérisseur, ce n'est pas de guérir l'autre. Le rôle d'un guérisseur, c'est de rappeler que le pouvoir guérisseur est en lui et de l'activer. C'est ça qui se joue. Et le problème avec João de Dios, c'est que oui, c'est un guérisseur né, c'était sa fonction. D'ailleurs, on le voit, il est assisté dans l'invisible, etc. On met pas ça en question, mais le travail sur l'homme, le travail sur l'ego, le travail sur la gourouisation, le travail sur le plein pouvoir, le Dieu tout-puissant qu'on lui a conféré, parce que c'est un travail de co-création quand même. Je veux dire, on va reprendre sa responsabilité sur le sujet. C'est quand je commence à donner mon pouvoir à l'autre, comme si c'était l'autre en fait qui me guérissait, et bien là, je me perds en route. Et moi, c'est vraiment un truc que je travaille beaucoup chez les artisanes, parce que à plusieurs reprises, j'ai dû reprendre mon ego qui pensait que c'était lui qui faisait. C'était en mode oui, mais c'est moi qui fais ça pour les femmes. Non. Moi, je fais rien. Les femmes s'offrent un accompagnement. À un moment donné, elles ont leur pleine responsabilité. Elles peuvent ou ne peuvent pas faire les choses. Ce sont des recommandations. Mais derrière, j'ai dû me recadrer plein de fois, parce que c'est subtil. Donc, imagine un João de Dios, à un moment donné, qui a été érigé en mode divinité limite. Il faut une sacrée gestion, une sacrée connexion à l'amour, parce qu'il en avait de l'amour puisqu'il était au service quand même. Mais derrière, il avait ses propres démons qui ont créé un déséquilibre qui fait qu'à un moment donné, les névroses de l'homme, en fait, n'ont pas pu rester aussi longtemps cachées. Mais c'est au même endroit que le service. C'est notre dualité. Donc, à un moment donné, il faut juste comprendre qu'on est les deux. On n'est pas tous des João de Dios, mais c'est à la hauteur de ce qu'il y a eu derrière. Il y a très, très peu de gens
je crois. Aujourd'hui, et encore, je l'ai pas connu. Nous, on aime bien Rumi avec Géraud, mais c'est des maîtres spirituels qui nous inspirent parce que ils ont vécu des initiations profondes, comme Jésus, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui étaient vraiment, leur travail de base, c'était l'ego. Leur travail de base, c'était ça. C'est la désidentification, et c'était pas ce qu'ils faisaient qui comptait, mais bien en fait ce qu'ils incarnaient. Et c'est là où, dans le Jao de Dios, où on se perd un peu, parce que l'homme incarné, l'homme avec tout ce que ça représente. Donc maintenant, rendons hommage à tous ces gens qui ont pu bénéficier de ce talent-là, et ayons de la compassion pour tous celles qui ont dû rééquilibrer, malheureusement, par toutes les perversions de cet homme. Donc c'est un peu tout ça aussi, que c'est une opportunité de notre humanité d'aller regarder, parce que sinon c'est toujours l'autre. Et le mécanisme préféré de l'ego, c'est la projection et le déni. Et c'est de la faute de l'autre, parce que l'autre, c'est un monstre. Mais si on voit le monstre chez l'autre, c'est que quelque part chez nous, puisqu'on est tous le un, il y a une toute petite part de monstre qu'on veut pas aller regarder. Et quand on ouvre la porte du monstre, on se rend compte, et là je sors de Dios et tout, on se rend compte que c'était une peluche dans le placard. Ouais, c'est vraiment magnifique ce que tu partages. C'est de pas oublier ce monde de dualité. Anissa, on arrive au terme de ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut rejoindre les artisanes, comment on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut trouver ton livre, comment on peut te découvrir encore plus? Le livre chez Mindset Édition, qu'on partage ensemble. Donc, soit sur le site de Mindset Édition, soit sur Amazon. On dit sur les deux quand même, parce que c'est important aussi pour la notoriété de la maison d'édition que d'être aussi sur Amazon et d'avoir ces retours-là. C'est une plateforme mondialement connue, et moi j'adore Jeff Bezos. Pour l'école des artisanes, on a une session tous les 3 mois, normalement, mais je m'autorise parfois à enlever une session si j'en ai envie. Donc là, on est sur la session, au moment où tu publieras, je crois qu'on n'aura pas celle du mois de mars, mais là, la prochaine, c'est au mois de juin. Donc, on en a une tous les 3 mois, puisque je crois que 40 femmes sur 3 mois que j'accompagne, sur cette saison-là. On me retrouve sur mon site internet, www.anissalalahoum.com, tout attaché. Et puis, en général, il vaut mieux s'inscrire dès le début, parce que dès que la session est remplie, en fait, il faut attendre juste 3 mois ou 6 mois après. Donc, c'est juste ça, parce qu'après, on évite comme ça les frustrations, comme ça, tout le monde est au courant. Se dire, ah non, je voulais trop m'inscrire, mais je suis arrivée à la dernière minute. Non, la prochaine fois, tu te réveilles plus tôt et tu montes dans le train quand il est là. Tu attends le train. Et comme vous l'avez compris, je suis un peu cash, mais c'est pas dans le sens cash, c'est juste j'essaie d'être la plus authentique possible pour que toutes celles en fait qui puissent vouloir s'autoriser, puissent s'autoriser aussi à pas être parfaite ou être parfaitement imparfaite. Merci beaucoup Anissa, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Merci pour tout, merci pour ce temps. Merci à toi Virginie.